Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco. Presse Éco, c'est votre émission hebdomadaire, émission qui vous permet de suivre les commentaires, les analyses et les avis sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, évoquer un ensemble de sujets. D'abord, on va commencer par la situation sécuritaire au Burkina Faso, situation sécuritaire. On a suivi avec l'assassinat de 5 enseignants et la pendaison d'un abbé, donc un prêtre. Nous allons donc parler de ce sujet-là. Au second sujet, nous allons parler des grèves. Grève avec la suspension des activités des avocats et puis grève des enseignants qui boycottent tout le reste du processus, en tout cas, de l'enseignement. Nous allons donc parler de ce sujet. Et puis, troisième position sera politique avec le CEFOP. L'opposition politique a décliné une plateforme propositionnelle pour prendre part au dialogue politique. Nous allons donc évoquer point par point cette plateforme-là. Et puis, dernier sujet, c'est le Mali. Mali avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Boubé Cissé a été donc nommé l'ancien ministre des Finances. Alors, parlons de ce sujet-là avec, à ma droite, Maître Kielem de Tambela. Il est avocat, il est inscrit au barreau. Il est le président du CRI, qui est le Centre de recherche international des stratégies. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et puis, à ma gauche, Évariste Konsebo, il est chroniqueur média, il est le président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole donc, du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci, Évariste Konsebo, d'être là. Et puis, Lengani Isaka, il est journaliste, le directeur de publication de L'Opinion, qui est un journal qui paraît en ligne. Merci, Lengani, d'être sur ce plateau. D'un moment à l'autre, quelqu'un va nous rejoindre. Vokuma Joacin va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Nous sommes en direct et aujourd'hui également, vous avez la possibilité d'appeler déjà. Vous appelez pour vous inscrire et puis on vous reprendra par rapport à votre participation à cette émission-là. Alors, on commence avec la situation sécuritaire. D'abord, la triste nouvelle, c'est l'assassinat de ces 5 enseignants qui ont été à Komiyanga, donc c'est dans le centre-est. 5 enseignants ont été donc assassinés. Mais également, on a la pendaison de l'abbé Joël Yougbaré, qui est curé de Djibo, qui a été donc enlevé il y a à peine 1 mois, donc qui a été retrouvé pendu à Dori. Et puis, à Arbinda également, on a une situation où le commissariat de police a été fermé. Alors, toutes ces situations, qu'est-ce que déjà on peut, Lengani, pour commencer, dire? Ce qu'on peut dire, c'est d'abord regretter profondément ce qui arrive, présenter nos condoléances et souffrir avec les familles qui sont en deuil. C'est toute la nation de Burkina Faso qui est en deuil. Et s'interroger sur que nous réserve l'avenir, parce qu'on a l'impression que ça va de mal en pis, en dépit de ce que certains communiqués triomphalistes qui nous sont proposés. On a l'impression que ça va de mal en pis. Tantôt, on nous annonçait qu'on avait réussi une victoire totale, pratiquement totale à l'Est, et que les écoles avaient rouvert. Brutalement, on a 5 jeunes garçons, 5 jeunes burkinabés qui sont assassinés froidement. Le message est très clair, je crois. Et il nous revient de le prendre à sa juste mesure et de prendre les actions qu'il faut pour sécuriser effectivement au maximum nos citoyens. Et il faut éviter, je pense, au stade actuel, d'exposer inutilement un certain nombre de gens. Ce n'est pas fuir sa responsabilité que de demander à des gens qui sont en situation d'insécurité de se mettre à l'abri. Moi, je pense que même les combattants, quand ils affrontent l'ennemi, quand la situation le commande, ils font des replis stratégiques ou bien des replis statiques, ou bien, en tout cas, ils se mettent à l'abri. Pourquoi ne pas travailler à faire en sorte que des civils qui sont sans armes soient mis à l'abri, parce que pour le moment, on n'arrive pas à assurer leur propre sécurité. Moi, je pense que c'est des actions, c'est des réflexions qu'il faut faire, plutôt pas des réflexions, c'est des actions qu'il faut faire fortement pour que nous n'ayons pas à nous retrouver, à nous lamenter après avoir claironné que nous avons vaincu qui que ce soit. Ensuite, pour l'abbé, je crois que là, c'est extrêmement grave parce que ce qui est recherché ici par ces bandits, par les touristes, c'est nous opposer frontalement au niveau même des confessions religieuses. Or, tout le monde sait que s'il y a un pays où vraiment la coexistence religieuse est pratiquement parfaite,
c'est bien au Burkina Faso. Comparativement à toute la sous-région, au Burkina Faso, un musulman, un chrétien, dans la même famille, sous le même toit, vous avez un musulman, vous avez un protestant, vous avez un catholique, vous avez un manco, c'est-à-dire un traditionnaliste. On vit ensemble sans aucun problème. Et justement, si on revient un peu à la... Le prêtre, il a été enlevé il y a au moins un mois. Est-ce qu'on se rappelle aussi du cas du docteur Elliott? Est-ce qu'on peut dire ici qu'on a un problème avec la négociation? Est-ce qu'on a un problème avec la recherche des gens qu'on enlève? Parce que très souvent, quand on enlève, ils se retrouvent morts ou ils ne sont jamais retrouvés. Oui, c'est évident qu'on a un problème dans la négociation. Parce qu'il faut aussi se dire la vérité. On ne me fera pas croire qu'on est dans le tout guerre. Ce n'est pas possible. Pour la simple raison que nous enseignons, nous avons des liens directs avec des gens qui eux-mêmes sont en négociation. Nous sommes en relation directe avec le Mali. Tout le monde sait que ce qui se passe au Burkina Faso est intimement lié à ce qui se passe au Mali. On va parler de la négociation qui a été évoquée ces derniers temps, qui a fait réagir plusieurs personnes. Mais ce qui est question ici, c'est mettre... Est-ce que, par exemple, quand on prend une personnalité, par exemple un prêtre, on prend un prêtre en otage, on prend par exemple des agents d'une institution ou d'un organisme humanitaire, est-ce que les services de l'État, est-ce que le gouvernement doit entamer par exemple des négociations pour pouvoir reprendre ces otages-là? Non, on peut entamer des négociations sans se compromettre. Si les négociations doivent vous amener à des compromissions, moi je dis non. Mais si les négociations peuvent permettre la libération des otages ou bien arriver à une meilleure situation, là je dis oui. Il faut savoir qu'avec ces gens-là, ce n'est pas la même éthique, ce n'est pas la même morale. Donc, on ne peut pas, il est difficile de se comprendre. Donc il y a des limites à la négociation. Cela dit, par exemple, il faut constater que c'est vraiment dramatique. On a changé de chef d'état-major général des armées. On a changé de ministre de la Défense. On a changé de premier ministre. Et rien ne change. À l'Est, bon, c'est vrai, on avait fait des déclarations triomphalistes pour dire que l'opération Otapoinou avait réussi, tout. Mais on se rend compte que même dans cette région, l'insécurité perdure. Alors moi, ce que je ne comprends pas, ça fait depuis longtemps que, moi-même j'ai dit sur ce plateau, que l'État est absent dans certaines zones du pays. Ça fait plus de 2 ans, près de 3 ans. Et rien n'est fait pour pallier cela. Les terroristes, par exemple, ils occupent le vide laissé par l'État. Si l'État était présent, il y aurait moins de conséquences. Et deuxièmement, je ne comprends pas qu'on n'ait pas des moyens de faire face au terrorisme, alors que dans le même temps, on a des moyens pour prendre des milliards, payer à des gens qui ont déjà leur salaire, faire des voyages de prestige, des dépenses de prestige. Ça, je ne comprends pas. Parce que la sécurité et l'intégrité du territoire doivent passer avant tout. Donc, pour me résumer, je dirais que toute cette insécurité-là, c'est un problème de gouvernance. Et même le MPP lui-même, j'ai dit ici plusieurs fois, Roch-Marc Christian Kaboré a été élu un coup KO. Cela suppose qu'il a des représentants partout dans le pays. Le MPP a un maillage total du pays. Que font ces militants pour ne pas aider leur propre parti, n'est-ce pas, dans le problème sécuritaire? Et j'ai pris l'exemple plusieurs fois ici. Sous la Révolution, avec les CDR, là, un cas comme ça ne serait pas arrivé. Parce qu'il y avait un maillage total de tout le territoire et les allées et venues de tout le monde se savaient. Donc moi, je ne comprends pas qu'un parti majoritaire comme le MPP ne puisse pas aider son gouvernement à lutter contre le terrorisme. Est-ce que quelqu'un d'autre poserait la question? Donc, peut-être que la majorité est une majorité peut-être de droit, mais non de fait. Peut-être factice. D'accord. Peut-être que le MPP a des électeurs, mais pas des militants. Ça aussi, on a déjà eu à le dire ici. Donc, c'est un groupe d'électeurs, mais pas de militants, pas de gens convaincus. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'un parti majoritaire comme ça ne puisse pas actionner ses relais partout dans le pays pour lutter contre le terrorisme. Vous n'allez pas me dire que partout où l'insécurité prévaut, il n'y a pas de militants du MPP. Ce n'est pas possible. Il y a des députés de ces régions-là qui ont des bases électorales, mais qu'ils mettent à contribution leurs électeurs, etc., dans la lutte contre le terrorisme. Donc, si c'est un maillage réel du pays, normalement, le problème du terrorisme aurait pu être résolu. Alors, Évariste Konsebo, on a vu à la pendaison, c'est une forme d'assassinat de l'abbé Joël Yougbaré, mais à Komi-Yanga, on a eu 5 enseignants également qui ont été abattus froidement.
Pendant ce temps, à Arbinda, on a vu que la police, qui était donc l'unité de police qui était sur place, disons le commissariat a fermé. Écoutez, c'est un sentiment vraiment je dirais pas, c'est inqualifiable. Mais ce qui fait encore beaucoup plus mal, c'est qu'on a l'impression qu'en face, ceux-là qui ont la charge en fait de protéger les citoyens, je me demande si nous sommes au même niveau de prise de conscience. Moi, je dirais plutôt que Maître parlait d'absence d'inefficacité de réaction, mais moi, je parlerais plutôt d'absence de volonté réelle. Parce que quand, c'est vrai, tous ces cas d'enlèvement, il s'est passé du temps, mais on n'a pas senti les choses bouger. Donc, c'est un sentiment d'impuissance, c'est un aveu d'impuissance. Alors, pour le cas de Arbinda, vous savez que la commune d'Arbinda, il y a quoi, une quarantaine de villages. On ne peut pas me dire que dans ce pays, les effectifs de notre armée ne permettent pas de déployer ou d'occuper tout le terrain. Bon, on se demande à quel jeu on joue, quoi. Finalement, bon, on a peut-être l'impression que les gens se disent que tant que ce n'est pas Ouaga, ben on est tranquille, quoi. Mais c'est une erreur grave à ne pas commettre. Et franchement, les mots me manquent, mais il y a des gens qui sont responsables, ils sont en charge des affaires. Maintenant, quand on fait des actions énergiques, il faut prendre des mesures pour protéger en arrière les populations. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est des réactions par rapport à certaines actions qui ont été conduites ces derniers temps. Mais quand on sait qu'on mène des actions qui vont exposer des populations totalement désarmées, ben, on doit prendre des mesures pour protéger. Il ne suffit pas de faire des actions ponctuelles et de disparaître et de laisser maintenant les populations sans défense. Ça, c'est criminel. Je suis désolé. Donc, bon, je ne sais pas. Peut-être que... Parce que le chef de l'État a réagi suite à l'assassinat des 5 enseignants. Il a réagi pour dire que l'assassinat des 5 enseignants à Komiyanga dans le Koulpelogo traduit la volonté des forces obscures de nous plonger dans les ténèbres. Sous ce registre-là, il a toujours condamné. Tout le monde condamne personne, mais c'est pas ce dont on attend de lui, c'est des actions vigoureuses et surtout qui prennent des décisions. Il peut décider d'ici la semaine d'aller sécuriser ces zones-là. Il a les moyens, il a les pouvoirs pour ça. Qu'on ne vienne pas me dire, moi, on ne peut pas me dire qu'on n'a pas les moyens, notre armée n'a pas les moyens pour aller sécuriser ces zones-là. Mais justement, il y a une question qui est importante. Qui nous disent où se trouve le problème. Relative au fait que le commissariat de Arbinda est fermé. On a entendu par plusieurs... le maire, par exemple, Ouerem Bourema, dire qu'il a alerté, par exemple, le ministre de la Sécurité pour que les menaces de fermer ne soient pas mises en exécution, mais malheureusement, donc il n'y a pas eu de réaction apparemment. Oui, c'est cela, je dis qu'il y a le manque de volonté quelque part. Mais ce manque de volonté, là, ça cache quoi? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quel plan? Qu'on nous dise, parce que ce n'est pas une question de moyens. Tout le monde sait qu'on est capable de mettre 10 policiers ou des trucs à des feux tricolores ici. On connaît, ce n'est pas un problème d'effectif. Qui nous explique le problème se trouve à quel niveau avant que ça ne dégénère. Parce que c'est vrai, la dernière fois on a discuté, ce n'est pas une question de MPP. Hein. Je suis désolé, maître. Mais c'est un problème qui touche tous les Burkinabés. C'est un problème d'ordre national. Voilà. Lengani? Je vais intervenir. Non, M. Conseil se trompe. Hein. C'est le MPP qui est au pouvoir. C'est eux qui ont d'abord la charge de la sécurité des citoyens. Oui, mais maître, on a un effectif de force de défense et de sécurité. On a la gendarmerie, on a l'armée, on a la police. Alors malgré tout ça, est-ce qu'il faut encore aller parler des militants du MPP? Non, c'est une façon de parler. Hein. Mais je dis qu'eux, ils peuvent contribuer. Ils sont là pourquoi? Ils peuvent contribuer. Hein. Donc, vous avez fait, et puis moi, j'ai perdu mes idées. Qu'est-ce que je voulais vous dire là? Voilà, après, je reviens. Ok. Si vous permettez, moi je voudrais dire que par rapport aux condamnations du chef de l'État, je crois que ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Parce que c'est ça, l'UPC a condamné, Kadri Dzeri-Ouedraogo a condamné. Donc ça, je pense que si c'est les condamnations, on peut en faire. Mais c'est lui qui est responsable. Qu'est-ce qu'il fait pour que ça ne continue pas? C'est ça le véritable problème. Ensuite, je voudrais dire que, contrairement à mon voisin, je crois que... quand tu parles de compromission dans les négociations, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ce terme-là. Parce que qu'est-ce qu'on appelle compromission quand on est dans une négociation? C'est jusqu'à quel niveau on peut estimer que la vie d'un homme ne vaut pas tel prix. La vie d'un prêtre, d'un abbé qui a été arrêté, qui a été enlevé, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on ne peut pas s'engager? La vie de 5 enseignants, jusqu'à quel niveau on ne peut pas s'engager et qu'on peut parler de compromission? Moi, je crois qu'il faut respecter les vies humaines. Et il faut faire les efforts qu'il faut pour ça. Dans tous les pays du monde, dans toutes les guerres, surtout actuellement, il y a des négociations. Et le Burkina Faso, il ne faut pas qu'on se voile la face.
on ne peut pas nous convaincre qu'on est dans le tout sécuritaire. Et je le disais tantôt, pour la simple raison que ceux-là sur lesquels nous comptons là, c'est des gens qui négocient. Ils ne peuvent pas nous dire de nous battre, ne faire que nous battre, alors qu'eux, ils négocient. Donc ça veut dire que, pour le moment, nous-mêmes, nous sommes incapables d'assumer notre propre stratégie. Parce que négocier, ça ne veut pas dire ça peut dire des compromissions. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se compromet dans des actions illicites, non. La négociation, ça veut dire tu donnes, je donne. Et au jour d'aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que le Burkina Faso peut donner à ces touristes-là pour avoir une certaine clémence? D'accord, on va donc entrer sur le terrain de la négociation. D'accord, donc Maître a retrouvé son idée, alors on revient rapidement et puis on parle de la négociation. Puisque vous avez dit qu'il y a eu des 5 enseignants qui ont été assassinés dans l'Est et que le chef d'État a réagi, il a condamné. C'est un non-événement. Tout le monde a condamné. Ce n'est pas de ça qu'on attend. Les gens attendent la sécurité. C'est lui qui est le garant de la sécurité et de l'intégrité du territoire. Donc condamner ça ne veut rien dire. Tout le monde fait ça. En tant que le chef de l'État, le garant donc, de l'État dans toute sa forme, etc., est-ce que son émotion, sa compassion n'est pas aussi importante? Ça, c'est tout le monde. Oui, ça. Donc, tout le monde a ressenti ça. Tout le monde a ressenti ça. Ce qu'on recherche pour un chef d'État, ce qu'on recherche... On a vu des gens danser un jour où on a assassiné 7 gendarmes. Est-ce que ça veut dire que ce jour-là, il n'y a pas l'émotion? Faire une déclaration, ça c'est le minimum. Et je vais vous raconter une histoire. Aux choses là, quand Begin a envoyé ses soldats à Sabra et Satila, il a dit quoi? Moi j'occupe Sabra et Satila, on va me condamner, et puis 2 mois après ça passe, et puis je suis sur place. C'est-à-dire tout le monde est habitué à ça, les déclarations, les condamnations, ça c'est le minimum que les hommes politiques font. Ce qu'on attend de lui en tant que chef d'État est qu'il prenne des mesures concrètes pour garantir la sécurité de tout le monde. Voilà. Maintenant, il a condamné, ça ne veut rien dire. Ça, c'est la poudre jetée dans les yeux des gens. D'accord. Alors, pour les négociations, on a suivi un peu, il y a un journal, en tout cas étranger, qui a écrit et qui a révélé que le chef de l'État a eu des négociations avec des personnes censées être, j'allais dire, intermédiaires entre des groupes terroristes et le Burkina pour engager des négociations. Alors, le gouvernement a réagi, il y a eu un démenti qui a été fait. Le CEFOP en a parlé. Le CEFOP a estimé qu'il fallait donc qu'on explique comment on en est arrivé à cette solution à partir du moment où le chef de l'État lui-même accusait donc l'ancien régime, particulièrement l'ancien président. Alors, Maître... Oui, on négocie. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Et comme Zéphirine Diablé lui-même a eu à le dire, le rôle du porte-parole du gouvernement, c'est de faire les démentis quand il le faut et d'approuver quand ça arrange le gouvernement. Donc, négocier là, avec qui et pourquoi? Voilà. Maintenant, s'il veut négocier, qu'il expose clairement. Il faut une politique de transparence. Il faut dire clairement aux gens, face à telle situation-là, nous avons décidé de négocier. Et maintenant, avec qui et pourquoi? Pour ceci, pour tel objectif. Là, on comprendra. Est-ce que ça peut Sinon, se dire, les négociations... Est-ce que ça peut se dire, dans le sens du secret d'État, ou de la raison même de l'État, est-ce qu'on peut dire ces choses-là publiquement pour... La raison d'État est une conception de Richelieu qui permettait au roi, n'est-ce pas, de faire tout ce qu'il pouvait faire pour rester au pouvoir. C'est ça même que la définition donnée par Richelieu. Faire tout ce qu'il faut pour que le roi reste au pouvoir, pour garder le pouvoir d'État. C'est ça la raison d'être, même s'il faut éliminer des gens. Est-ce que vous avez vu? Dans une république démocratique, on gouverne dans la transparence. Il faut dire, c'est parce que nous ne sommes pas dans une vraie démocratie. Sinon, il y a des questions parlementaires, il y a des procédures. Allez aux États-Unis, par exemple. Est-ce que, par exemple, quand les États-Unis paient des rançons aux terroristes ou les Américains, les Français, etc., est-ce que ça, ils disent ça à leur peuple quand ils paient des rançons? Oui, mais il y a des contre-coups. Il y a des contre-coups, parce que ça dépend même de la vigilance de leur système de gouvernement. Et si vous vous rappelez, il y a des contre-coups qui reviennent après. Ils se cachent pour faire les choses, mais quand ça se révèle, ils payent le prix. Donc, il faut exposer clairement ce qu'on fait et avec qui, pour que la compromission, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller les négociations. Hein? Moi, j'ai entendu dire que les otages qui s'enlevaient, par exemple, si vous lisez par exemple l'ouvrage de l'enfer, je reviendrai, de Blé Goudé, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il dit qu'il y avait un deal entre Blaise Compaoré, les terroristes et les Français. Donc, on enlève les terroristes réclament 1 million, Blaise Compaoré vient dire aux Français qu'il demande 3 millions, il prend les 3 millions, il remet 1 million aux terroristes, il garde 2 millions.
C'est ce que Blé Goudé dit, n'est-ce pas, dans son ouvrage de l'enfer. Il y a un excellent ouvrage aussi de notre confrère Serge Daniel qui a aussi écrit un excellent ouvrage sur les tractations, les négociations pour les prises d'otages et tout ça, qui révèle un tant soit peu aussi ces mêmes questions d'intermédiaires et de finances. C'est pour dire que quand ce n'est pas exposé clairement, ça peut nous amener, n'est-ce pas, dans un cycle sans fin. Donc, on enlève, on paye, on libère, on enlève encore, on paye, on libère. C'est pour ça que certains pays avaient arrêté et dire qu'eux, ils ne négocient plus, ils mettent un terme à tout. D'accord. Alors, moi, ça me fait sourire quand on parle de transparence dans une nébuleuse telle que le terrorisme. C'est quoi la transparence? Qu'est-ce que vous pouvez obtenir comme transparent dans un monde mafieux? C'est de la mafia, c'est clair, ça. C'est toute l'opacité, c'est le règne de l'opacité. Maintenant, c'est vrai que même en Europe, quand on paye, c'est par des intermédiaires. Et dans ce cas précis, c'est vrai, le secret d'État, il y a des conséquences. On ne peut pas reconnaître officiellement qu'on négocie avec des terroristes. Parce que pour le cas du Burkina, c'est vrai qu'il y a d'abord ce discours qui n'est pas en conformité avec la situation. Parce que on a dit qu'on n'allait pas discuter, il y a un. Et de deux, n'oubliez pas que diplomatiquement, il y a des conséquences. Parce que quand on regarde les intermédiaires qui ont été cités, vous avez ACMI, vous avez l'autre branche, je ne sais pas, il y a deux branches. Et le département d'État américain, en 2018, a même cité une des branches là comme étant une organisation terroriste. Or, nous savons très bien que dans le cadre de cette lutte-là, nous attendons beaucoup des Américains. Et donc, il y a des conséquences diplomatiques et tout. Mais maintenant, bon, c'est vrai que qui veut la paix prépare la guerre. Moi, je ne dis pas, je ne veux pas rentrer. C'est vrai qu'à un moment donné, mais si vous voulez négocier, ça suppose déjà qu'on connaît, on a identifié les acteurs. Ce qui veut dire qu'on les connaît, on sait où ils sont. Ça, oui, au moins. Mais la négociation aussi, c'est parce que ce n'est pas désespoir de cause. Il peut arriver qu'on ne peut pas, on n'est pas en mesure. Mais il ne faut pas se tromper. C'est une stratégie peut-être à court terme. Je ne dirais même pas à moyen terme. Parce que peut-être on gagne du temps pour s'organiser, mais maintenant de dire que la sécurité ou l'avenir, la suivi de notre État va reposer sur une négociation ou bien des arrêts. Parce que vous leur donnez la main, demain c'est le bras. Ah oui, ça c'est clair. Donc, qu'on veut à un moment donné peut-être marquer un arrêt, le temps de se renforcer pour revenir, ben, la lutte, elle sera inéluctable. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, cette dimension-là, elle sera toujours là. Moi, je veux tout simplement dire que en la matière, on n'a pas besoin de faire un communiqué pour dire à partir de ce jeudi, tant Roch-Marc Christian Kabore, le président de FASA, a décidé de négocier avec un tel. Ce n'est pas ce qu'on demande. On n'a pas besoin que une publicité. Rémi Danguinus nous sorte un tel papier. Lui qui a l'habitude de nous sortir des papiers invraisemblables. Bon, ce n'est pas ça qu'on lui demande. Et je pense qu'il faut tout simplement dire que toutes les options sont ouvertes. Le Burkina Faso n'est fermé à aucune option pour assurer la sécurité de ses concitoyens, de ses citoyens. Je pense que c'est ça qu'il faut déclarer. Peut-être ça va inciter des gens qui ont des relations, qui peuvent aider et qui vont venir aider. Mais si vous dites que nous, c'est le tout militaire, bon, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent aider et qui, bon, parce qu'ils se disent qu'ils ne seront pas les bienvenus, bon, restent dans leur coin. Ensuite, bon, pour les négociations, comme on l'a dit, ça dépend des intermédiaires, de là où vous tapez. Parce que c'est un milieu, comme l'a dit Évariste, de mafieux. Bon, si vous négociez avec quelqu'un, un Tartampion X vient vous voir, moi je suis quelqu'un, je peux négocier, je peux vous faire donner telle information, vous le payez. Alors que le gars, il n'a aucune information, il n'a aucune influence quelconque sur les gens, mais vous perdez votre argent, vous perdez votre temps. Bon, ensuite, il a cité un exemple ici de Blé Goudé, bon, qui raconte. Bon, comme c'est sorti, je ne sais pas qu'il faut dire qui est Blé Goudé. Blé Goudé, c'est quelqu'un qui est la CPI, qui était la CPI, qui estime que c'est Blaise qui l'a envoyé. Donc, s'attendre à ce qu'ils disent que Blaise est un ange, il faut être le plus con des cons pour le croire. Donc, ce qu'il dit, ça va tout simplement dans le sens de ce qu'il dit. Et ça m'étonnerait que ce qu'il dit soit plausible, puisqu'il dit que c'est un terroriste qui l'a trouvé là-bas qui lui dit ça. Bon, un terroriste qui fait des aveux à un co-inculpé, bon, vraiment, il faut être Blé Goudé pour avoir le courage de le dire, et il faut être certaines personnes pour le croire. Alors, oui, Évariste. Ce n'est pas pour apporter du crédit à ce que Blé Goudé a dit, je n'ai même pas lu son bouquin, mais ce que nous savons qu'il y a eu par exemple un scandale suite à l'enlèvement au Mali où on a payé 30 millions d'euros, mais en fait ce que les terroristes ne savaient pas, c'est que l'argent était tracé.
Et les services de renseignement savent d'où est parti et comment. Donc attention hein, dans ces histoires-là. D'accord. Ouais. Alors ici, la question c'est de dire, le chef de l'État a affirmé depuis toujours qu'il reste raide dans sa position, on ne négocie pas avec des terroristes. Il a dit, même sur la VOA, la Deutsche Welle, pardon, il a dit clairement que voilà, il ne peut pas négocier, il ne doit pas négocier. Alors aujourd'hui, la question se pose, est-ce que face à cette situation qui visiblement échappe à l'armée burkinabé ou à l'État burkinabé, est-ce qu'il faut négocier? Non, la situation n'échappe pas à l'armée burkinabé. Ça échappe aux gouvernants qui sont impotents. Parce que moi, j'ai toujours été contre la négociation avec des bandits de ce genre. On ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Maintenant, on est assailli par des terroristes, c'est un problème. Mais dites-vous bien, quand les Vietnamiens luttaient contre les Américains, c'était une lutte autrement plus âpre et plus meurtrière. Mais ils ont fini par gagner. Quand les Algériens luttaient contre les Français. Mais là, vous avez en face, de vous des armées classiques. Non. Vous avez une guerre classique. Ici, vous avez un terrorisme. Laissez-moi venir. Vous savez qui vous attaque. Non, laissez-moi. Mais c'était la même chose. Non, ça n'a aucun rapport. Parce que quand chose là, quand les Algériens luttaient contre les Français, ils ne savaient pas où se trouvaient les Français. Oui, mais au moins, ils savaient qu'ils étaient en guerre contre la France. Mais oui. Ici aussi, nous savons que nous sommes en guerre contre les terroristes. Oui. Hein? C'est la même chose. Quand les Angolais, les Portugais, les Bissau-Guinéens luttaient contre les Portugais, hein? C'était quoi? C'était autrement plus difficile. C'est une question d'engagement. Si on est décidé vraiment à lutter là, on peut lutter et peut gagner. C'est une question de volonté. Il suffit de mettre le peuple à contribution et de donner l'exemple, que les dirigeants eux-mêmes donnent l'exemple. Des peuples ont mené des luttes autrement plus âpres que ça. Ils ont gagné. Donc c'est une question de décision et de motivation. Non, c'est bizarre, mais je partage totalement. Non, cette situation n'échappe ni à l'armée, ni au peuple burkinabé. Parce que si la population se met derrière l'armée, il n'y a pas de raison qu'on n'a pas de résultat. Est-ce que ce n'est pas plus facile de le dire comme ça? Parce que ça fait près de 3 ans qu'on dit dans ça. Non, mais par exemple, vous avez des zones où les gens, on les attrape, on les égorge. Donnez-les les moyens de se défendre si vous ne pouvez pas. Et vous verrez que les gens ne vont pas se laisser égorger. Non, je suis désolé, mais c'est là que je dis qu'il y a une question de volonté. Et peut-être que les autorités n'ont pas encore pris, vraiment, ils n'ont pas encore pris conscience de la pleine mesure du danger. Parce qu'on a l'impression qu'on se dit que oui, c'est encore loin de Ouagadougou et tout, mais ces gens-là, ce n'est pas le désert qui les intéresse. Qu'est-ce qu'ils vont y foutre? C'est ça. Non, moi je pense que c'est une question de volonté. Oui, Lengani, pour terminer sur le sujet. Moi je crois que ce qui se dit là est extrêmement grave. Pourquoi? Quand vous dites de laisser les populations se défendre, mais c'est très grave. Ça veut dire que... Vous préférez qu'elles se laissent Oui, déborder? non, ça veut dire qu'on atteste des cas comme le Koglouéro, par exemple. C'est ce que ça veut dire. Non, même les autres minorités qui sont exposées, vous voulez qu'elles fassent quoi? Qu'elles attendent qu'on vienne les égorger? Moi, je pense que l'État a le devoir de garantir la sécurité des gens. C'est à l'État de faire ce travail-là. Si on s'amuse à vouloir faire comme mon ami Maître le dit, à savoir les guerres populaires généralisées, c'est ce concept-là, où le peuple est en armes. On donne les armes à tous les valides, on les enrôle et tout le monde est guerrier, tout le monde est militaire, etc. Bon. Est-ce qu'au XXIe siècle, dans ce Burkina Faso-là, est-ce que le contexte permet de faire ça? Moi, je dis non. Parce que ce n'est pas des théories, la guerre, là. Les théories, ce n'est pas une théorie, c'est des faits concrets. C'est tous les jours qu'on massacre les gens. Comment on doit trouver une solution? Et bon, les gens ont l'air de vouloir prendre ça pour de la rhétorique, mais je crois qu'un peuple qui est déjà désuni, un peuple qui n'est pas uni, des gens qui ne parlent pas le même langage, qui ne s'entendent pas sur un minimum syndical, je dirais, entre griffes, mais ça ne peut pas prospérer face à ces gens-là. Ce n'est pas possible. Vous trouvez toujours des failles. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas patriotes, non. Mais c'est parce que l'engagement même, est-ce que je suis engagé autant que ça face à l'ennemi par rapport à telle ou telle situation? Je dis non. Je pense que ça, c'est des questions concrètes. Et c'est là où je suis d'accord avec mettre en partie. Le MPP au pouvoir, c'est au MPP de tracer la voie. Je ne dis pas si vous vous amusez à donner des armes aux gens du MPP, mais ils vont détruire ce pays-là plus vite qu'ils ne le font actuellement. Merci, Lengani. On va arrêter pour ce sujet. Avec toi, on rappelle simplement aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours appeler pour s'inscrire
Et puis après, on les rappellera pour prendre leur intervention et puis participer à ce débat-là. On va aller sur le second sujet qui concerne les mouvements, donc grève d'abord des enseignants. Les enseignants ont lancé un mouvement de boycott des activités donc, en cette fin d'année-là. Donc, boycott donc, des évaluations, des compositions au primaire, du calcul des moyennes du 3e trimestre, remplissage des bulletins, en tout cas un ensemble de choses sur la base des revendications qui n'ont pas été, sur des engagements que l'État a pris et qui n'a pas respecté. Alors, avant d'arriver là, on va parler rapidement des avocats également qui ont suspendu les activités des plaidoiries devant les juridictions d'une semaine, disons, hein, depuis mardi, et ils doivent normalement reprendre ce lundi. C'est un peu moins d'une Vous aussi, semaine. vous grévez. C'était mardi. Les avocats aussi grèvent. Non, les avocats ne font pas grève. Parce que nous ne sommes pas les privilégiés de la nation qui peuvent se permettre de faire des grèves et puis de vivre. Nous, si on ne travaille pas, on ne vit pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on a suspendu la participation aux audiences qu'on ne travaille pas dans le cabinet. Au contraire, ça peut être une occasion même de pouvoir mieux peaufiner les conclusions qu'on n'avait pas eu le temps de faire, etc. Donc, nous ne sommes pas des salariés, on ne peut pas se permettre de faire comme les enfants gâtés de la République. Quand les avocats suspendent les activités dans les audiences, les juridictions sont paralysées, on ne peut plus faire de procès. Etc. Non, c'est une façon, n'est-ce pas, d'attirer l'attention. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais nous avons des clients qui sont à la MACO et qui n'ont pas droit aux égards prévus par la loi. C'est-à-dire, si les GSP sont en mouvement d'humeur, donc on ne peut pas extraire les prisonniers pour venir aux auditions au tribunal. Même pour les visites, c'est un peu problématique. Et ça dure depuis longtemps. Et les gens croupissent là-bas, sans jugement, sans être entendus, alors que les instruments internationaux auxquels le Burkina Faso a adhéré prévoient un minimum de traitement. Le droit à une justice équitable, suppose le droit à une justice dans un temps raisonnable. Donc, c'est pas on prend quelqu'un à aller poser là, et puis on dit parce que les GSP sont en grève, alors non. Ça, ce n'est plus le droit à une justice équitable. Dans un tel cas, il faut libérer la personne. Voilà. Et puis, deuxièmement, vous avez les greffiers aussi qui sont entrés en mouvement d'humeur. Ça fait, je crois que nous sommes dans la 2e semaine. Or, vous savez que pour qu'un tribunal siège de façon normale, il faut et le juge et le greffier. Le greffier est la certification que ce qui s'est passé est vraiment ça. C'est-à-dire que le greffier, c'est lui qui atteste que vraiment c'est ce qui a été dit au tribunal. Donc, sans greffier, le juge ne peut pas monter. Donc, ça aussi, ça a bloqué les procédures. Donc, aux dernières choses, là, la semaine dernière et puis la semaine qui vient de s'écouler, il n'y a pas eu d'audience à cause du mouvement d'humeur des greffiers. On ne peut même pas programmer les dossiers. Alors donc, les avocats ont voulu tout simplement attirer l'attention et de l'opinion et de l'État. Est-ce que aussi c'est pas parce que, on a entendu aussi ça aussi se dire, est-ce que c'est pas parce qu'au niveau du tribunal militaire, les honoraires des commis d'office poseraient problème? Non, moi je ne suis pas au tribunal militaire. D'accord. Donc je ne suis pas au courant de la gestion pratique des choses qui se passent là-bas. Évariste, ce mouvement des avocats? Non, il faut dire que c'est une première parce que le Burkina n'a jamais vécu tous les avocats qui décident de suspendre. Est-ce que ça voudrait vraiment dire que quelque chose ne fonctionne pas? Non, c'est l'expression d'un ras-le-bol, parce que c'est assez, surtout l'histoire des prises en otage qui continuent, notamment dans chaque corps, et le cas justement des greffiers bloque le fonctionnement de la justice. Et c'est vrai que c'est des atteintes, c'est des violations, parce que aux atteintes, les justiciables n'ont plus de droits. On viole les droits des justiciables, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, comme la sécurité. Bon, de ce point de vue, c'est vrai que certaines organisations de défense des droits humains ont trouvé juste la lutte et on fait foi avec la cause des avocats, parce que c'est le rôle, les avocats ont un rôle de protection des droits humains, et c'est normal, ils sont dans un rôle. Mais c'est quand même assez grave, parce que c'est un indicateur quand même de la bonne marche de la démocratie dans un pays. Et les avocats qui décident de marcher, c'est vraiment c'est jamais vu également. C'est encore pire. Tous les tableaux, en fait, les indicateurs des tableaux ne font que vraiment s'aggraver. Alors, maintenant, non, il faut dire que les avocats pour revenir sur les enseignants, c'est quoi? C'est une conséquence. Ça, c'est le lever de bouclier. On va arriver sur les enseignants. Okay. Lengani, sur la crise avec dans la justice, les avocats, les greffiers, mais les GSP dont on parle peu, mais les GSP également, parce que l'accès, par exemple, des proches aux personnes détenues devient très difficile. On ne peut pas leur donner, par exemple, la nourriture, les habits, etc. Ça aussi, c'est tout ça qui a exaspéré les avocats. Moi, je dirais qu'enfin,
enfin, les avocats ont une pensée pour leurs clients. Parce que c'est ça la réalité. Comme l'a dit Maître, pendant tous ces mouvements d'humeur-là, ils ne pouvaient pas faire leur travail. Ils ne pouvaient pas assister normalement leurs clients. C'est ça la réalité. Et donc, ce qu'ils font aujourd'hui, de mon point de vue, ça ne vient pas trop tard, mais ça vient, bon, je dirais à point nommé, pour montrer qu'effectivement, c'est une question globale. Et les robes noires qui seront dans la rue, donc, pour marcher, en plus d'avoir suspendu des activités. Oui, il ne reste plus que les accusés eux-mêmes qui vont marcher. C'est ça qu'il faut craindre dans ce pays-là, au rythme où on va. Mais tout simplement pour dire que je crois que les avocats, ce que les avocats ont fait, doit attirer l'attention des gouvernants sur la nécessité de trouver une solution globale à la question de la justice. Et encore, si on écoute ce qui se dit dans la rue, c'est que les magistrats préparent quelque chose. Il faut préciser, ce n'est pas la première fois chez les avocats. Hein. Des marchés? Non, on a déjà fait des mouvements de suspension et on a déjà marché aussi. Pendant l'affaire Norbert Zongo, nous avons marché avec le mouvement des intellectuels, là, en robe. Le manifeste des intellectuels? Le manifeste des intellectuels. Et j'étais dedans. Donc, ce n'est pas la première fois que les avocats manifestent. Ici, la cause est plus corporatiste que par le passé. Alors, on va enclencher sur un autre mouvement de grève qui était un mouvement aussi dur. C'est le boycott lancé par, le mot d'ordre de boycott lancé par la coordination nationale des syndicats de l'éducation. En tout cas, ils ont lancé un mot d'ordre de boycott de toutes les activités qui vont jusqu'à la fin de l'année, par exemple calcul des moyennes, je le disais, remplissage des bulletins, non-transmission des notes, non-composition au primaire. Alors, là également, Évariste Concebo. Non, c'est une suite logique. Je dirais que c'est une conséquence par rapport à la solution qui était trouvée pour l'issue des financiers. Parce que eux, je pense que c'est sur ça qu'ils se fondent. Parce que bon, ils avaient des dossiers qui étaient en instance, qui traînaient. Et du coup, d'autres corps aussi avaient les mêmes problèmes. Pour eux, ça semblait avoir eu une solution. Donc, du coup, ils ont actionné. Et ils réclament aussi pour eux. C'est la valse qui commence. Alors, est-ce que ça voudrait dire que les primes de motivation obtenues par les agents des finances ont tout simplement peut-être donné un coup de fouet à la revendication des enseignants, par exemple, qui disent qu'il faut une prise du décret sur le statut, qui demande une correction des indemnités de bonification et l'octroi du kit pédagogique et le règlement des dossiers de personnel des ex-garderies, le règlement des points de protocole stratégique par exemple, à définir et tout ça. Est-ce que c'est vraiment cette question qui a déclenché? Non, je ne crois pas du tout, parce que le problème des enseignants n'a rien à voir d'un point de vue avec les primes qui sont accordées. Par contre, les primes qui sont accordées peuvent donner du tonus à leur lutte. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'essentiel des problèmes posés par les enseignants sont des problèmes qui sont vieux, anciens, sur lesquels le gouvernement a pris des engagements. Et les enseignants disent tout simplement, mettez en œuvre les engagements que vous avez pris. Ce n'est pas plus que ça. En fait, c'est ça. Ce n'est pas des négociations que les enseignants veulent. Ils veulent la mise en application d'accords auxquels ils sont parvenus avec le gouvernement. Et donc, qui dit accord, ça veut dire qu'ils ont déjà consenti à leur niveau des efforts, ils ont consenti des sacrifices pour permettre d'arriver à un consensus sur lequel l'État s'est engagé. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Mais en même temps aussi, quand on regarde, c'est une grève quand même, c'est un mouvement quand même dur. Est-ce que ça ne compromet pas l'avenir de Mais justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que quoi? Ils ont plusieurs fois le métier est revenu, l'ouvrage est revenu sur le métier, mais il n'y a jamais eu de solution. C'est-à-dire c'est des... Comment dire, c'est des promesses dilatoires, c'est un processus vraiment dévié, carrément dévoyé, qui est mis en œuvre, qui n'apporte pas de solution concrète. Et donc ils se sont dit que bon, maintenant là, trop c'est trop. Ou vous réglez notre problème, ou en tout cas, l'année va se terminer très mal. Un peu comme, effectivement, parce que là aussi c'est un exemple qui va nourrir leur ferveur dans l'action, c'est ce qui s'est passé d'abord avec les magistrats, au début de la présidence de M. Locmar Christian Kaboré, et ensuite avec ce qui s'est passé avec les financiers, où le gouvernement montre que si tu es tenace, tu arrives à quelque chose avec eux. Donc les gens vont être tenaces. Maître, oui? C'est, disons, l'effet boule de neige. Oui, alors on a vu que les magistrats, comme Lengani le disait, ça a déclenché une valse donc, de grève. Alors ici, aujourd'hui, dès que les financiers ont obtenu, après
un boycott qui ne dit pas son nom, des activités, finances, etc. Ils ont obtenu une gain de cause. Alors, les enseignants également qui s'approchent. Oui, mais ils ont tout à fait raison. Est-ce que la stratégie du gouvernement de régler les problèmes au cas par cas et de céder chaque fois après la pression? C'est l'incompétence du gouvernement. C'est l'incompétence du gouvernement. On ne gère pas les problèmes de façon sectorielle. Il faut avoir une vue d'ensemble. J'ai déjà eu à le dire ici lors des débats. On ne gère pas les problèmes par corps, on gère le problème en ayant en vue l'ensemble de la société. Or, Roch a commencé par gérer les problèmes par corps. Mais alors, donc, il n'a qu'à... En fait, moi, si j'étais au gouvernement, j'allais dire, mais le président n'a qu'à régler le problème. C'est lui-là qui a créé tous les problèmes. Cela dit, il faut dire que les enseignants fassent des mouvements d'humeur ici, que les agents de la santé fassent des mouvements d'humeur. Au Burkina Faso, il n'y a rien de nouveau. Ces corps-là, ce sont les corps qui se sont toujours agités dans l'histoire du Burkina Faso. Vous vous rappelez par exemple que le coup d'État du CMLPN s'est justifié par une grève des enseignants qui avait duré 55 jours. Est-ce que vous voyez? Donc, les enseignants se sont toujours agités, donc c'est tout à fait normal. Et dans ce qu'ils font ici, je trouve que c'est normal aussi. Mais mettre les conséquences, parce que les parents d'élèves, vous aussi, oui, mais les conséquences, on s'en fout. Quand on regarde les conséquences, mais les conséquences, on ne peut pas évaluer les enfants, le troisième trimestre. C'est au gouvernement d'apprécier. J'ai toujours dit ici qu'une bonne gouvernance ne peut pas se faire dans l'injustice. Il faut que les agents aient l'impression qu'ils sont traités avec justice et qu'il n'y ait pas de frustration. Or, dans ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, il y a beaucoup de frustration. Il y a des corps qui sont privilégiés et il y a des corps qui estiment qu'ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Donc, dans un tel système, ça ne peut pas marcher. Donc, par rapport à ça, ce n'est pas le problème des enseignants. C'est pour ça que c'est moi qui ai suggéré l'idée de la remise à plat du traitement des fonctionnaires. Donc, ce système n'a pas commencé maintenant. Donc, ça, ce n'est pas le problème des enseignants, c'est au gouvernement de régler le problème. Les enseignants revendiquent aussi leur part. C'est tout. C'est au gouvernement maintenant de savoir comment il va faire pour résoudre les problèmes. Évariste ? Oui, mais ce système de diviser pour rien n'a pas commencé maintenant. Il date depuis longtemps. Sans doute que les acteurs actuels du MPP ont contribué à le gérer. Mais c'est vrai, je suis d'accord que la remise à plat, mais comment on y va? C'est compliqué. Sinon, c'est l'idéal. Négocier corps par corps, ça n'a pas d'avenir. Et ça, c'est limite. Et ça a montré déjà ce qu'on a vu. Mais je suis convaincu. Ce qui est sûr que ce regain, il n'y a pas que pour les enseignants. Les autres corps aussi vont se lever. Parce que la question, c'est quoi? La question centrale, c'est les primes, c'est l'argent. Parce que quand on vous parle de correction des indemnités, quand on vous parle de statut valorisé, de bonification, c'est quoi la conséquence? C'est l'argent, ce qui va dans la poche. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Mais alors, quand on regarde tout ça, est-ce que quelque part, ce n'est pas une question plutôt de dialogue entre l'État et les travailleurs, parce que visiblement l'État pourrait ne pas avoir les moyens de faire face à le tout dialogue, ça. vous savez depuis combien de temps, combien de rencontres, combien de... Non, le problème en fait qui est là, c'est qu'on a dit que c'est un problème d'éthique. C'est-à-dire qu'il faut montrer l'exemple. Vous ne pouvez pas être à l'aise pendant que les autres souffrent et vous leur tenez un langage de rigueur. C'est ça le problème en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Évariste. Le dialogue, là, bon, vous pouvez dialoguer autant de fois que vous voulez, mais s'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de sincérité, eh ben, on va toujours aboutir à la même chose. On va revenir encore demain pour dialoguer. Et comme il a dit, il faut montrer aux gens que ce qu'on demande aux autres, là, on se l'applique à soi-même. Si, par exemple, le gouvernement décidait que, bon, voilà, je prends un exemple. Les voyages présidentiels font 3 milliards dans le budget. On a décidé, compte tenu de la situation, on réduit ça à 1 milliard. Si on décide que bon, le fonctionnement de l'administration quotidienne, c'est-à-dire les matériaux bureaux, c'est 25 milliards, on réduit ça à 10 milliards par exemple. Si on fait ces efforts-là, et les gens, après maintenant, on demande aux enseignants, OK, vous aussi, on vous demande de contribuer à telle et telle hauteur, les gens vont se plier en applaudissant. Ça, c'est évident. Mais quand vous faites le contraire de ce que vous demandez aux autres, ben absolument, ils vont dire, mais surtout avec les financiers, et ils savent ce qui se passe. Et on s'est laissé dire que si ça continuait, nous allions entendre des choses qui allaient nous amener, nous tous, à aller à la place de la nation pour exiger qu'on nous paie chacun quelque chose à la fin du mois, comme un revenu universel de choses. Parce que l'or qu'on vend, ça va où? Bon, on dit que le pays est très riche sur le plan minier. Où va l'argent? Comment l'argent est géré, tout ça, c'est des questions qu'il faut voir. Non, juste pour dire un mot. Oui, d'accord. Vous savez, pendant le premier conflit Mali-Burkina, il y a eu ce qu'on appelait la contribution patriotique.
ce n'est pas nécessairement l'État qui a exigé ça. Hein. Les gens ont accepté volontairement de contribuer de façon patriotique. Ouais. Donc, c'est-à-dire quand les gens ont l'impression que l'argent est dépensé à bon escient, que les gouvernants sont un exemple. Vous savez, la Louisiana, on peut tout lui reprocher, mais c'est quelqu'un qui est resté simple, modeste, qui n'a pas dilapidé l'argent public. Donc, il y avait la confiance, il y avait la légitimité sur ce plan. Donc, sinon, tant que ce sera comme ça, le vrai dialogue, sera le délier le cordon de la bourse. C'est tout. Merci. Maître, on termine. Au plan national, avec le dernier sujet, il s'agit de la sortie donc, du CFOP. L'opposition a fait une sortie pour en tout cas faire un commentaire de l'actualité, mais plus précisément pour dévoiler sa plateforme de proposition des différents points. On peut dénommer 39 points sur au moins 4 chapitres: situation sécuritaire, réconciliation nationale, unité nationale, cohésion, code électoral et élection, gouvernance, etc. ont été les différents chapitres des différentes propositions, 39 au total, où le CFOP a voulu donc aller au dialogue avec. Alors, on constate rapidement que le dialogue qui était prévu pour le 27-28, d'ailleurs, n'a pas eu lieu parce qu'il y avait la journée nationale du paysan. Le CFOP s'est déjà exprimé là-dessus, estime qu'il n'a pas été nullement, en tout cas, situé par rapport à toute cette question. Je l'ai dit ici que compte tenu de l'enjeu, de l'importance et du délai, l'opérationnalisation d'une telle opération risquait de poser des problèmes. La semaine passée, j'ai eu à le dire. Et sans doute, parce qu'il fallait s'y attendre, parce que c'est vrai que l'opposition n'allait pas aller à un dialogue sans prendre des précautions. Et maintenant, c'était d'abord le contenu même, il fallait qu'ils s'entendent sur le contenu. Or, quand on regarde ce qui est déroulé, c'est un véritable programme. Hein, et donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et sans doute, c'est ce qui a expliqué peut-être le report qui ne dit pas son nom. Oui, Lengani Isaka, quand on regarde un peu l'opposition dans sa sortie, l'opposition a posé d'abord des préalables. Il y a d'abord des préalables, il y a la plateforme qui est là, mais l'opposition dit tout simplement, ce qui fait peut-être apparaître une question peut-être de confiance ou de méfiance, c'est de dire que l'opposition n'ira pas permettre de faire du marketing politique. Oui. Moi, je pense que, comme on l'a dit dans le sujet précédent, le dialogue est une vertu du Burkina Faso. C'est devenu même, quelque part, une tare. C'est-à-dire on amène tout en dialogue et finalement, ça n'aboutit à rien. Donc, les Burkinabés sont habitués à dialoguer. Ça veut dire que le MPP n'invente absolument rien. Ça, c'est d'un. De deux, quand vous prenez une machine en route, vous travaillez à faire mieux, à avancer. Et ça veut dire qu'on avait des dialogues qui se passaient avant au Burkina Faso. Si on veut faire un dialogue aujourd'hui, on doit faire au moins aussi bien que ces dialogues passés en termes d'organisation, hein, et puis voir éventuellement améliorer même. Or, ici, là, on dit aux gens, venez parler, bon, chacun vient avec sa gandoura, et puis, bon, on discute, et après, on se lève, on fout le camp, et puis, bon, le président fait ce qu'il veut avec ceux auxquels vous êtes aboutis. On ne sait même pas comment même les conclusions seront adoptées. Bon, ça, c'est d'un. De deux, parlons toujours parlons maintenant de la plateforme. Je dis, bon, effectivement, comme Évariste l'a dit, c'est tout un programme. Et ça résume effectivement les véritables problèmes du Burkina aujourd'hui. C'est une chance inespérée, je pense, extrêmement importante qu'il faut saisir. Et le MPP devrait même sortir une déclaration pour dire qu'il enjoint le chef de l'État à recevoir l'opposition et à travailler dans le sens qui a été dit, parce que ça sauvera leur régime. De deux, et là c'est là où je suis quand même surpris, c'est que le CFOP ne nous dit pas, bon, si on n'accepte pas ce que nous proposons, qu'est-ce que nous faisons? C'est là aussi c'est un vide abyssal qui permet donc au pouvoir de se frotter les mains et de pouvoir reporter comme il veut. Et la preuve, comment peut-on programmer une si importante activité qui est en lien avec la sécurité dont nous parlons, qui est en lien avec l'assassinat de nos concitoyens, près de 700 pratiquement en 3 ans. Comment peut-on, dans le même temps, laisser programmer une autre activité d'importance telle que la Journée nationale des paysans? Moi, je pense que là, c'est la grande foutaise. Il faut avoir le courage de le dire. Et ça, c'est un peu manquer de respect aux acteurs politiques. Celui qui a fait ce planning-là
Je ne dis pas que le chef de l'État est au courant. C'est pas ce que je dis. Oui, mais les dates avaient été annoncées par le chef de l'État lui-même lors de la première rencontre, quand l'opposition a dit qu'il fallait plutôt une plateforme qui prenne en compte, au-delà des questions politiques, la question sociale, les questions sécuritaires et tout. Sur place, la date a été donnée par le président. Oui, le chef de l'État a donné une date. Mais il appartient aux autres de travailler à faire en sorte que la parole du chef de l'État ne soit pas du n'importe quoi. C'est ça. Il appartient au gouvernement de faire en sorte que le président a dit que c'est les 27 et 28, donc on fera tout pour que ça ait lieu les 27 et 28. Quitte à soit reporter la GNP, soit en tout cas trouver un autre niveau de représentation qui permet, en tout cas un agenda au chef de l'État pour qu'il soit présent à ces deux activités. Maître, est-ce qu'on y va avec chacun le couteau derrière le dos ou on lit peut-être la méfiance? Ou est-ce que c'est des questions de calendrier, des questions, ce que l'opposition pose des préalables? Est-ce qu'on peut aller à un dialogue quand déjà on parle de préalable, Non, il n'y a pas de dialogue sincère sans préalable. Si vous voulez un dialogue sincère, il faut que chacun, même si vous remarquez par exemple, quand deux candidats débattent là, deux candidats à l'élection présidentielle débattent, chaque candidat donne les conditions de sa participation. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une rencontre biaisée. Donc il n'y a pas un vrai dialogue sans préalable. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'autre. Voilà. Donc, comme je disais, n'est-ce pas, avec les hommes politiques, il ne faut pas s'attendre à la sincérité. Donc chacun va avec un couteau derrière le dos. Et au besoin, n'est-ce pas, il poignarde l'autre s'il n'est pas vigilant. C'est toujours comme ça. Et quand on se rend compte qu'on ne peut pas poignarder celui qu'on croyait pouvoir poignarder, on fait tout pour que le dialogue n'ait pas lieu, pour que ça se force. Sinon, la plateforme de l'opposition, moi, je trouve qu'effectivement, ce serait une bonne chose pour une politique apaisée de discuter de tous ces éléments-là. Maintenant, est-ce que tout le monde y a intérêt? Ça, je ne sais pas. En tout cas, vous avez vu en France, par exemple, que Emmanuel Macron a fini par dialoguer avec l'ensemble de la société française. Il y a eu tout un système qui a été mis en branle pour recueillir les avis de l'ensemble de la société française et puis dialoguer et essayer de trouver des solutions. Sur les différents, je peux vous citer quelques points quand même qui font focus. Attaques terroristes, donc la question des attaques terroristes et les réponses du gouvernement, les exécutions sommaires et les accusations d'exécution sommaire et les violations des droits de l'homme, les dossiers de crimes de masse, Yirgou, Arbinda, Kanban, et puis l'opérationnalisation du triptyque vérité, justice, réconciliation, le retour des exilés politiques, le dossier des militaires et policiers radiés, et si la stigmatisation ethnique, notamment Peul, c'était précisé comme ça, et la relecture du code électoral. Oui, c'est des points vraiment essentiels. Par exemple, par rapport à Yirgou, il faut que, à travers ce dialogue, on sache vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a conduit des communautés qui vivaient ensemble depuis des millénaires à se lever comme ça brusquement et à s'attaquer les uns par rapport aux autres. À Arbinda, c'est la même chose. Moi, j'ai des versions venant de part et d'autre. Qu'est-ce qui a conduit des gens qui vivaient ensemble depuis des millénaires à se lever un jour comme ça et puis s'attaquer les uns aux autres? Donc, il faut que ça soit transparent et que tout le monde sache. Donc, c'est une bonne occasion. C'est une aide même pour le pouvoir en place. C'est une contribution même pour aider le pouvoir en place à trouver des solutions à ce qui se passe. Mais maintenant, est-ce qu'eux, ils veulent vraiment la solution? C'est ça aussi le problème. Là, ça va nous renvoyer à notre ami Blaise Compaoré, qui est l'ami de Lengani, ici présent. Je confirme. Avec son CRP là, comment je dis là, CRP. Commission de réforme politique, qui était biaisée aussi. Et de ce fait, l'opposition n'a pas participé. Et vous avez jusqu'où on a abouti. Donc c'est pour vous dire que quand les gens au pouvoir lancent les systèmes de dialogue, ils ont quelque chose derrière la tête. Et quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas réaliser ce qu'ils prévoyaient en lançant le dialogue, ils font tout pour foirer. Alors, je veux juste réagir. Oui. Effectivement, je confirme avec Maître de Tambela que je suis Blaise Compaoré, mon ami, comme de beaucoup de Burkinabés. Et puis, effectivement, il dit la vérité. Lorsqu'il dit qu'il y a, et je l'ai dit, il y a eu, par exemple, le CCRP qui a été expérimenté, implanté au niveau de quand Blaise Compaoré était au pouvoir, auquel l'opposition n'a pas participé. Et si vous venez, vous proposez quelque chose qui est même inférieur à ça, comment voulez-vous que l'opposition participe? Au moins sur le CCRP, je dis, il y a eu le CCRP, on prend le CCRP et on fait mieux que le CCRP. Je ne dis pas que le CCRP était une panacée, non. La preuve, c'est que certains n'ont pas participé. Mais vous venez aujourd'hui, vous proposez quelque chose qui est même inférieur qualitativement à ce que le CCRP proposait.
Je crois que c'est un peu... je ne dis pas que c'est se foutre des gens, mais c'est vraiment manquer de justice politique. Et comme Maître Tambela l'a dit, si ce dialogue-là réussit, mais je vous assure que Roch Marc Christian Kabore se tape un deuxième mandat en 2020. Alors, Évariste Konsebo, il y a des questions très polémiques. Il y a des questions aussi qui peuvent fâcher parce que ça porte sur les questions électorales. La réforme, par exemple, du code électoral est réellement un problème important. Le respect des dates des élections à venir, des élections couplées, est réellement un problème parce qu'on a vu qu'à la première rencontre, l'ordre du jour était essentiellement politique. Est-ce que ces points-là peuvent conduire à ce qu'il n'y ait pas de dialogue? Pourquoi uniquement des points liés à la question des élections? Parce que c'est vrai que concernant le code électoral, il est question de relecture consensuelle, si ma mémoire est bonne, mais relecture consensuelle. Est-ce qu'on peut? Parce que c'est les règles du jeu. Le code, c'est dans le code électoral que l'on fixe les règles du jeu donc des élections. Or, il se trouve que le parti au pouvoir n'entend pas du tout. Ils veulent le rebeloter. Leur candidat, d'ailleurs, a été le premier à annoncer donc sa candidature. Donc, ce qui est sûr, c'est sur un tel point, c'est difficile de trouver une relecture consensuelle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres points. Moi, je me pose des questions même sur la tenue même de ce dialogue, au regard de tout ce qui a été déroulé comme point, comme sujet. Donc, forcément, ça risque de gripper quelque part. Quand on prend un point comme le retour des exilés, on sait comment est-ce que les autres en pensent. Hein. Même la question de l'opérationnalisation de la réconciliation, tout ça, c'est... Non, donc, non, je pense que ce n'est pas en deçà du CCRP, contrairement à ce que... Alors, est-ce que ça voudrait dire que tout ce qui est mis là, les points qui sont soulevés, y compris l'intérêt de l'opposition, que l'intérêt de la majorité semble un peu menacé, donc est-ce qu'il y aura donc finalement dialogue politique, déjà que la première date, ou déjà que l'opposition est sans date? Mais justement, il appartient à Roch Marc Christian Kabore de répondre. Celui qui avait donné la date, c'est à lui de surtout nous expliquer pourquoi ça n'a pas eu lieu et maintenant qu'est-ce qu'il propose. Maintenant, sur le contenu, quand je dis que, en fait, ce qui est proposé en deçà, ce n'est pas le contenu, ce n'est pas le programme que l'opposition veut voir discuter, mais c'est le cadre organisationnel de ces discussions. C'est ça qui est carrément incompréhensible. On n'a aucun cadre. On veut que les gens viennent discuter comme ça, sans engagement. Et même, selon certaines informations, il y a des points clés qui sont avancés par l'opposition en ce qui concerne même la forme juridique et la forme d'organisation qui ne sont pas respectées par le pouvoir. Effectivement, il y a beaucoup de points sur lesquels il va être très difficile de trouver un consensus. Mais c'est ça, justement, c'est là où on appelle le chef d'État à assurer un leadership qui fait que tout le monde pense, tout le monde a la conviction qu'il est le président de tous les Burkinabés. Sinon, si ce n'est pas le cas, effectivement, ce dialogue ne pourra jamais aboutir. Non, par rapport au chevauchement des dates, c'est pas le calendrier. Moi, je me refuse de croire que c'est un hasard du calendrier. Pourquoi? Parce qu'une activité comme la Journée nationale du pardon est institutionnalisée, on connaît les dates. Je pense que sans doute qu'ils avaient envisagé, ils n'avaient pas la même conception du terme dialogue. Peut-être eux, ils voyaient une petite rencontre avec des trucs plus simplifiés, alors qu'en réalité, il se trouve que... Parce que là, l'opposition... Je pense que c'est ça, peut-être. L'opposition va jusqu'à pratiquement un dialogue qui semble être une conférence nationale. C'est ça, en fait. Vous n'avez pas le même... sur le sujet. Est-ce qu'on aurait un dialogue quand ça commence déjà comme ça? Ah non, mais ça dépend de l'ampleur qu'on veut donner au dialogue. C'est ça. Et donc, effectivement, comme a dit Konsebo, peut-être que le chef de l'État s'attendait, n'est-ce pas, à recevoir une délégation de l'opposition à Kosiam. Ils allaient discuter 1 heure, 2 heures, boire du champagne et puis repartir. Alors que maintenant, tel que l'opposition l'envisage, c'est pratiquement un dialogue national avec les forces vives de la société. Donc ça change de registre. Merci. On va terminer avec le Mali. On va dire un mot. La semaine dernière, on en a parlé. Le Premier ministre Boubé Maïga, qui est un démissionnaire, il fallait trouver un Premier ministre. Le Mali a une situation politique suffisamment illisible par ces temps qui courent. Alors, le nouveau Premier ministre qui a été nommé, c'était donc l'ancien ministre des Finances, Boubou Cissé, qui est arrivé. Évariste? Oui, bon, on dit que c'est un technicien très jeune, parce que Ibeka avait promis aussi la promotion des jeunes dans
dans son mandat, second mandat. Non, on l'affuble de beaucoup d'éloges. Hein. Il est intègre, il est vraiment à équidistance de l'opposition et des partis majoritaires. Il est travailleur. Bon, maintenant, il faut voir dans le contexte, parce que moi, comme je dis, vous prenez le président de la Banque mondiale ou du FMI et vous verrez le nommer ministre des Finances dans un contexte délétère, je ne pense pas qu'il puisse produire de résultats. Lengani, déjà, on estime que la question au Mali, c'est la question vraiment des forces vives. Apparemment, Boubou Cissé n'a pas tellement disons, le soutien des forces vives des différentes composantes qui s'agitent en ce moment-là. Moi, je crois qu'effectivement, c'est une loi de casting de mon point de vue. C'est une situation politique qui est là. Il faut apporter des réponses politiques. Et il n'y a qu'un homme politique qui puisse effectivement travailler dans le sens de politique. Si vous envoyez, le directeur général du FMI, comme l'a dit Évariste Concebo, pour régler des problèmes politiques du Mali, mais il va se fracasser. Il ne va pas réussir. Donc je crois qu'encore une fois, et je suis convaincu que le président sait ce qu'il fait. Hein. C'est pour encore rejeter les problèmes à plus tard, etc. Et puis avoir en tout cas un autre fusible qui peut faire sauter, parce qu'un homme politique qu'il mettrait lui indiquerait des voies à suivre. Et le peuple malien saurait, voilà telle et telle proposition qu'on nous avance et sur lesquelles le président doit prendre des décisions. Mais puisqu'il n'a pas cette décision, parce que ces propositions plutôt, parce qu'il aura un homme politique essentiellement technocrate, ça donne ce que ça donne. Et je me méfie aussi, d'autre part, des curriculums vitae déjà fait poser. Nous, on nous a promis ici un homme de consensus, etc., comme Premier ministre. Mais le gars arrive, la première chose qu'il fait, c'est menacer les gens après avoir déclaré qu'il ouvre un dialogue. Je pense que là, il faut se méfier des gens. Moi, j'attends plutôt de voir les gens à l'œuvre, plutôt que de les juger sur pièce. Oui, d'abord, le Mali s'en sortira. D'abord, il faut dire que... Si ce serait la solution au problème non, politique. Non, c'est pas la solution. Non, ça, c'est un leurre. D'abord, par rapport à sa jeunesse, il faut dire que ce n'est pas la première fois que, parmi les premiers ministres que Ibeka a dévoré, là, il y a eu des jeunes, hein. Voilà, il y a eu beaucoup de jeunes. Même il y a un là qui avait été candidat à l'élection présidentielle, qu'il a nommé Premier ministre, qui était plus jeune même que lui. Là. Voilà. Donc, il faut savoir que dans un système comme pour le Mali, là, généralement, quand on change de Premier ministre, c'est pour infléchir la politique du gouvernement. C'est pour donner une nouvelle inflexion à la politique du gouvernement. Mais il y a eu plusieurs premiers ministres au Mali sans que rien ne change. Donc, ce qui veut dire que cette fois-ci aussi, ça va être la même chose. Et il faut savoir que dans ce système, le pivot, c'est le chef de l'État qui détermine la politique à suivre. Et qui que tu sois Premier ministre, qui va mettre Premier ministre là, mais il ne pourra rien faire si ça ne va pas dans le sens de ce que le président a décidé. Or, Ibeka ne peut rien décider de bon. Il a montré son incompétence en dévorant 7 ou bien 8 premiers ministres, 6 premiers ministres sans que rien ne change. Donc, celui-là qui vient, c'est une promotion pour lui. Hein. C'est une promotion pour lui, mais je ne crois pas que ce soit une promotion pour le Mali. Donc, c'est pour permettre encore de souffler un peu et puis de se remettre à tourner en rond. Donc, ça, il n'apportera pas de solution au problème du Mali. Non, parce que quand on... Au Mali, est-ce que réellement Ibeka a un contrôle réel de la situation au Mali quand on sait que l'autre, Boubé Maïga, est parti sous la pression d'abord du parti majoritaire et des forces vives qui ne voulaient pas le voir. Quand Boubou Cissé qui arrive, mais qui est déjà beaucoup critiqué par la société civile, qui estime qu'il n'est pas propre. Voilà, c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup entaché par certaines pratiques peu orthodoxe dans la gestion des affaires quand il était des Finances, quand il était au ministère des Finances. Vous savez, l'homme rare, l'oiseau rare ou les hommes propres dans un contexte où tout le monde a tendance à des mauvaises pratiques, c'est très rare. Mais maintenant, c'est vrai que ce que je retiens, en fait, c'est quoi? C'est une crise politique avec les acteurs politiques et même les acteurs de des forces vives de la nation. Maintenant, il faut un homme vraiment politique pour pouvoir régler des problèmes qui sont éminemment politiques. Donc, si vous mettez un technicien, ce n'est pas évident qu'il puisse faire quelque chose. Et ça sera très difficile pour lui. D'accord. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Siemde Issa, qui appelle de Koudougou, qui voudrait donc interagir sur la grève des avocats et des enseignants. M. Siemde, bonjour. M. Siemde, bonjour.
Certainement des... Oui, allô, D'accord, Lukman. allez-y. Oui, monsieur Chemdé. Ouais, bonjour, Lukman. Bonjour, on vous écoute. Hein. Allô. Oui, allez-y pour votre intervention. Ok. Je vais parler mon rôle. Allez-y. Allô. Allez-y, vous devez parler... Nangoma mon réel, Lukman. Ah, Gomia. Ah, ok. Et à driver, bon, dans qui a un driver, l'amba, c'est un Ah, c'est un amba. Ah, bon. Je peux peut-être parler pour le cas du Mali. En fait, c'est quoi? Il faut qu'il arrive à satisfaire toutes les parties en présence. Alors que, parce qu'on sait aussi que c'est la guéguerre, derrière la guéguerre, la question du partage des postes, des avantages, il y a tout ça. Il faut qu'il arrive à arbitrer et puis satisfaire tout le monde s'il veut s'en sortir. D'accord. Et puis, moi, j'ai dit que Ibeka était incompétent. Mais on peut, oui, justement, il a été réélu. Mais c'est que dans nos pays, ce n'est pas la compétence qui fait élire. Tout à fait. C'est beaucoup plus l'influence, l'argent, les réseaux, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'il a été réélu que nécessairement il est compétent pour faire face aux problèmes du Mali. Et sans oublier que le mode d'élection, là, le mode d'accession au pouvoir par la voie électorale, ce n'est pas nécessairement le mode, n'est-ce pas, le plus indiqué, surtout pour nos sociétés actuelles. C'est la raison pour laquelle d'autres formes de manifestation existent. Vous avez vu en France, Macron a été élu il n'y a pas longtemps, mais vous avez vu les gilets jaunes, surtout à leur début, la contestation était assez importante. C'est pour ça qu'il a dû lancer le dialogue national. D'accord. Maître, on va prendre un téléspectateur qui appelle de Bobo Dioulasso, M. Azad Maïga, qui voudrait donc interagir sur la situation sécuritaire. Oui. Bonjour, M. Maïga. Bonjour. Allez-y pour votre intervention. D'accord, merci. Vraiment, j'aime beaucoup votre émission. C'est la première fois que j'appelle, mais je suis ça très fréquemment. Merci bien. Voilà. Vraiment, la situation sécuritaire, moi, à mon âme la vie, j'ai l'impression que les Burkinabés, on ne comprend pas très bien ce qui se passe au pays. On confond souvent certaines choses. Bon, pour être plus franchement, il y a bien qui voulait apporter sa contribution. En plus, on disait qu'on voulait la contribution de tous les Burkinabés. Les gens disent non, que maintenant on a maîtrisé la situation, mais pourquoi c'est maintenant il veut apporter sa contribution? Voilà, maintenant, à l'est même où on a maîtrisé quelle situation? La seule région même où on dit qu'on a maîtrisé la situation, on n'a pas maîtrisé. Parce que le terrorisme, ce qui se passe au Burkina, en fait, ce n'est pas du terrorisme. Le chef d'état-major même a dit que c'est des Burkinabés qu'ils ont tués. Ça veut dire qu'à la lutte où vont les choses, il y a des mécontents. Et ces mécontents sont motivés par certains mécontents qui ont plus de moyens. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui sont les terroristes au Burkina. On ne peut pas arriver au bout de cette chose sans qu'on ne fasse la paix entre nous Burkinabés. Moi, j'étais dans la lutte pour chasser Blaise, si on peut le dire ainsi. Je ne suis pas pour Blaise, mais je ne regrette pas aussi son départ. Mais franchement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne maîtrisent pas la situation. Il faut sincèrement dire qu'on prend les choses au sérieux. C'est un problème politique qu'on a. N'allons même pas plus loin. C'est un problème politique. C'est-à-dire que les policiers ne s'entendent pas qu'on vit ça. Et il faut réellement qu'on trouve une solution pour que les policiers s'entendent avant 2020 même. Parce que est-ce qu'on va pouvoir suivre jusqu'à fin 2020? Et 2020, il faut un changement radical pour moi. Sinon, ça ne va pas. On va aller où avec ça? Parce que si, en temps aussi, le CDP aussi revient, peut-être il y aura encore... Il faut être quelqu'un qui est neutre pour vraiment nous sauver de cette situation. Voilà. Franchement, le problème qu'on a, c'est purement politique. Ce n'est pas terroriste, ce n'est pas quoi, voilà. Et puis quand on dit négociation, sous Blaise, on n'a jamais entendu terrorisme ou quoi. Malgré moi, je suis contre le régime. Hein. Voilà, mais on n'a pas entendu parler de terrorisme, de quoi. Donc ceux qui parlent de négociation, là, ça veut dire qu'ils connaissent les terroristes. Donc, mais, quand on dit ennemi inconnu, voilà, il y avait un deal, et puis il dit que nous avons un deal. C'est la phrase que Roch avait prononcée en ce temps sur l'autre chaîne-là. C'est-à-dire, lui-même, il dit qu'il fait partie. C'est-à-dire, il connaît les terroristes. C'est lui encore qu'ils ont rejoint à Kosiam pour négocier qu'ils veulent des véhicules. Mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Ceux qui ne maîtrisent pas, au moins c'était l'occasion de négocier sous silence même. Au lieu de parler, en fait, la sortie qu'il a fait là, ce n'est pas la sortie d'un chef d'État, non. Parce que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs, les gens font des négociations en bas. Ils gèrent ça. Et nous, on est au courant de rien. Nous, on veut que le pays soit en paix. Ce qui se passe en bas, ce n'est pas notre problème. Sans vendre le pays. C'est-à-dire que c'est à toi de faire de telle sorte que, c'est à lui, je veux dire le président, de faire de telle sorte que le pays soit en paix.
Sans que nous autres, nous, on ne veut pas savoir. Parce que pour le président, donc à lui, vraiment, il a déjà son plan. Celui qui veut devenir président n'a qu'à avoir son plan, amener le pays en paix. Nous, sans que nous ne soyons au courant de rien, on ne veut pas savoir même la manière qu'il fait pour maintenir le pays en paix. Parce que c'est pas facile d'être président. Monsieur Maïga, oui. On va vous dire merci pour votre participation. Vraiment, merci. Votre point de vue sera discuté également ici. Moi, c'est un cri de cœur. Et comme je l'ai dit, il interpelle le président. Quoique le président soit élu par sous la bannière du MPP, mais il devient maintenant le président de tous les Burkinabés. Et c'est lui qui est garant de la sécurité de tous les Burkinabés. Et c'est ce qu'on lui demande, c'est ça. Monsieur Maïga semble dire que, du moins, il est pro-négociation. Il estime que le président doit négocier et sans toutefois faire du bruit. Non, les outils, c'est à lui de choisir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui choisit les options, pourvu que les gens aient la paix. C'est ce qu'il dit. D'accord. Alors, maître, M. Maïga apparemment a pris votre contre-pied. Pour lui, il faut négocier et que la raison d'État commande qu'on fasse. Il n'a pas dit qu'il faut négocier. Il a dit surtout, si j'ai bien compris, il veut une solution. Oui. Voilà, il veut une solution. Voilà. Il veut que le Burkina soit en paix. C'est sa préoccupation principale. Il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Il n'a pas besoin de savoir comment. Oui. Il veut la paix seulement. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que ce que nous vivons au Burkina, là, ce n'est pas au Burkina seulement qu'il y a ça. Il y a la même situation au Mali, au Niger, au Cameroun, au Tchad, au Nigeria. Il y en a eu en Mauritanie, en Algérie, au Maroc. Au Mali, donc ce n'est pas ici seulement. Hein. Donc, comment je veux dire, c'est vrai, il faut une entente nationale, etc. Mais il n'est pas exclu que même si nous vivions la situation de ATT au Mali, où il n'y avait pas d'opposition, il n'est pas exclu que même dans un tel cas, il y ait toujours le terrorisme. Parce que ces gens n'ont pas d'éthique et n'ont pas de choix. Hein. Leur éthique, c'est l'argent, c'est le narcotrafic. Donc, ils ont une autre logique à eux. Alors, donc, ça fait que c'est dans cette perspective qu'on doit mener le combat contre eux. D'accord. Alors, Lengani, un aspect important dans ce que M. Maïga a dit, il dit que c'est politique et que les politiques doivent plutôt trouver une solution politique. Je crois que, en fait, comme Everest l'a dit, c'est vraiment un véritable cri de cœur d'un citoyen qui souffre dans sa chair de voir d'autres Burkinabés tués, mourir aussi bêtement. En fait, c'est ça. Maintenant, ce qu'il propose, ça se discute, hein, comme on l'a dit. Mais moi, on prend le troisième, c'est sur la situation sécuritaire. Lengani aura le temps de continuer. Monsieur Éloi Thomas nous appelle de Niangologo sur la situation sécuritaire. Je rectifie, je ne suis pas Thomas, je suis Soma. Thomas. Soma. Soma, monsieur Éloi Soma. Ok. Voilà. Monsieur Soma, allez-y pour votre intervention. Voilà. Monsieur Savadogo, vraiment, ça me plaît beaucoup. C'est votre émission, c'est pourquoi je suis ça chaque dimanche. Mais vraiment, il y a un débat qui est en train de rouler, mais ce n'est pas seulement sur votre chaîne, mais ça déroule partout dans tous les médias actuellement. Et moi, je trouve ça très grave. Donc maintenant, vous qui êtes intellectuel, moi, je vous demande pardon. C'est quel débat? Monsieur Soma, c'est quel débat? Je vais parler de ce que sort comme quoi le président veut négocier avec les terroristes. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que, en tout cas pour moi, je trouve ça très grave pour le Burkina Faso. Bon, actuellement, la FDS était en train d'avancer positivement et maintenant, ce débat-là vient de saboter carrément leur travail. Donc pour moi, en tout cas, tout un Burkinabé qui se sent Burkinabé, surtout les intellectuels devaient servir leurs connaissances, devaient utiliser leurs connaissances pour pouvoir servir le Burkina Faso. Mais à cette manière-là, je pense qu'ils utilisent leurs connaissances pour pouvoir détruire le Burkina Faso. C'est pas bon. Donc je leur demande pardon de changer un peu, d'essayer de bannir ça carrément. Sinon, si ils veulent parler de l'affaire de négociations entre terroristes et le chef de l'État, qu'ils soient en mesure de nous dire qui est terroriste. Terroriste, c'est qui? Et puis, avant de parler de négociations, parce qu'on discute avec quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on peut avoir pour discuter avec lui. Monsieur Soma, pour moi, Soma, je voudrais peut-être vous rappeler simplement un fait. Ce qui s'est dit, si ça peut, si c'est un fait. Le chef de l'État a dit qu'il a reçu des terroristes à Kosiam qui sont venus réclamer des véhicules. Oui. Bon, ça voudrait dire qu'on connaît les terroristes au moins. Pardon, monsieur Savadogo. Je ne suis pas en train de discuter trop avec vous, mais je demande pardon à tous les Burkinabés, pas seulement vous. Je demande pardon à tous les intellectuels de Burkina Faso d'utiliser leurs talents pour pouvoir servir le Burkina Faso. C'est ce que je demande. Sinon, maintenant,
pour moi, les terroristes de Burkina Faso ne sont pas différents de ceux de Mali. Ils ne sont pas différents de Boko Haram de Nigeria. Ils ne sont pas du tout différents avec El Sebab de la Somalie. Donc, ce sont les mêmes et on sait ce qu'ils veulent. Mais maintenant, on va négocier avec Burkina Faso. Burkina Faso va négocier avec eux pour pouvoir accepter quoi de leurs revendications. Au moment où nous savons déjà l'échantillon de leur volonté de vivre et leur volonté de gouverner qui nous ont servi au nord du Mali dans le passé, que tout le monde est au courant. Donc, en 21e siècle, est-ce qu'on est prêt de revenir encore à faire des Sharia pour pouvoir appliquer Sharia? En tout cas, moi, en tant que Burkinabé, je ne suis rien, mais je dis non à ça. Donc, vraiment, votre émission me plaît beaucoup, mais je demande pardon à travers votre antenne. Pardon à tous les Burkinabés, surtout les intellectuels burkinabés, de servir leurs connaissances pour pouvoir servir le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci, M. Soma, de votre participation. Apparemment, il a une autre lecture. Parce que pour lui, la lecture, en fait, voilà, il a une autre lecture. Pour lui, ce n'est pas politique, c'est vraiment du terrorisme. Bon, maintenant, je comprends pas. Il dit que les intellectuels doivent utiliser leur talent, leur savoir pour servir le Burkina et non pas détruire le Burkina. Oui, parce qu'il y a un débat qu'on mène qui ne doit pas être mené. Oui, c'est un débat aussi qu'on doit mener. C'est un débat aussi qu'on doit mener parce que il y a des conséquences sur la vie de la nation, sur le Burkina. On ne peut pas aussi occulter ce débat-là. On doit le mener parce que ça va découler. C'est une stratégie qui va impacter la vie des Burkinabés. Moi, je voulais, contrairement à notre auditeur, M. Soma. M. Soma, je disais que il faut rien fermer. Il faut laisser ouvert toutes les options. C'est-à-dire, tout ce qui peut aider le Burkina Faso à sortir de cette situation, on ne doit rien laisser de côté, ni en termes d'humain, ni en termes de stratégie. De deux, on dit de ne pas négocier. Mais nous avons envoyé nos enfants là, qui sont en train dont certains meurent au Mali. Et qu'est-ce que le Mali fait? Le Mali négocie. Chez vous, vous ne négociez pas. Vos enfants se faire tuer chez quelqu'un qui négocie. Je pense qu'il y a une aberration. Il y a une aberration quelque part. Mais c'est que M. Soma dit, et pour la plupart des Burkina, et je pense aussi que le CFAP a eu à le dire, c'est de dire, on va négocier sur quoi? Qu'est-ce que nous on donne? Parce qu'il ne faut pas... Ce que M. Soma dit, c'est par exemple que on ne négocie pas sur des choses qui peuvent compromettre, par exemple, tout le monde. En fait, c'est ça aussi le fond du problème de la négociation. Bien sûr, c'est ça que je disais dans une de mes interventions, mais le problème dans ces sortes de situations, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on va pour ne pas se compromettre et qu'est-ce qu'on appelle compromission. En fait, dès qu'on pose ces questions-là, dès qu'on s'entend, mais on y va. Sinon, les négociations ne peuvent pas se faire au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas possible. Nous savons très bien que partout où les gens ont affaire à ce type de guerre-là, il y a des actions diplomatiques, politiques, stratégiques qui se font en bas. Même sur le plan militaire, on s'entend sur des gens, avec les gens quelque part. Oui, ça se fait. M. Soma, il a insisté sur un fait. Plusieurs fois, il est revenu là-dessus. Il dit qu'il lui demande aux intellectuels burkinabés de s'associer pour trouver une solution au problème. Mais ça, ce n'est pas le problème des intellectuels. Mais nous, ce qu'on faisait, c'est quoi? C'est une contribution. Les intellectuels ne peuvent que débattre, exposer leur point de vue. Les intellectuels n'ont pas le pouvoir de décision. Voilà. Le pouvoir de commandement et de décision appartient à ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est à eux. Monsieur Soma Sam dit qu'il faut trier les sujets pour en parler. Il y a des sujets, ce n'est pas la peine d'en parler. Enfin, apparemment, c'est ce qu'il veut dire. Oui, bon, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Donc, comment je veux dire, parce qu'on ne sait jamais d'où la lumière va jaillir. Voilà. Et donc, comme je disais, si le pouvoir n'a pas besoin d'écouter ou d'entendre un intellectuel ou des intellectuels, il ne les écoutera pas. Il y a des conseillers à la présidence même que le chef de l'État n'écoute pas. Oui, par exemple, Salfo Albert Baliba a été conseiller, n'est-ce pas, du président de la Lamizana à la présidence. À un moment donné, il a dit que la Lamizana ne tenait même plus compte de ses avis. Voilà. Il y a des moments où lui, il faisait des papiers, mais il sentait qu'on n'en prenait pas compte. Et il y a beaucoup de conseillers à la présidence dont le président ne tient pas compte des avis. Même ceux qui sont proches de lui. Donc, ce n'est pas nous autres qui sommes... On va prendre le dernier téléspectateur qui appelle, M. Abdoul Aziz Tabsoba, il appelle de Ouagadougou. Lui, il veut parler de la sortie du CFOP. Monsieur Tabsoba. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y rapidement pour votre intervention. Ok, sinon, moi je ne suis pas d'accord avec ce que le CFOP a dit. D'accord. Parce qu'en 2014, on a vu le même CFOP qui est parti pour dire non au code électoral.
Alors qu'en ce moment, on croit que le Burkina avait des problèmes. Mais le chef-op n'est pas parti pour négocier de tous les problèmes de la nation. Il est parti seulement pour dire que non, le président ne doit plus se représenter. Parce que ça les arrangeait. Aujourd'hui, maintenant, qu'ils trouvent que ça ne les arrange pas de partir aller parler du code électoral, ils ajoutent la sécurité nationale et les autres problèmes du pays. Donc, les politiciens n'ont qu'à s'entendre, aller discuter avec le président pour voir comment le Burkina va avancer et laisser leur propre intérêt. C'est ce que moi j'avais à dire. Mais est-ce que, M. Tabsoba, oui. Est-ce que le CFOP dit, par exemple, qu'il ne peut pas parler que du code électoral, que des élections, mais qu'il ne faut pas de sécurité, de paix, voilà. Est-ce que ce n'est pas important d'envoyer un ensemble de sujets qui concernent tout le monde? Non. Ils parlent pour leur propre intérêt seulement. Parce qu'en 2014, le Burkina avait d'autres problèmes à part la réélection de Blaise Compaoré. Mais quand la CEPOP est sortie, il ne nous a pas dit, Blaise a dit qu'il va faire quoi et quoi. C'est à cause de quoi qu'il veut se représenter. Il ne nous a pas dit ça. Il nous a dit seulement que lui, il n'est pas dit dire que non, il ne doit pas modifier l'article 37, on ne se représente plus. Parce que ça les arrangeait. Aujourd'hui, ils trouvent que le code électoral, à cause de ça, ça ne les arrange pas. Ils veulent aller parler d'autres choses ajoutées. Il ne faut pas que la CEPOP nous prenne pour d'autres choses. Merci. Nous aussi, on comprend. On connaît la politique. Merci, M. Tabsoba. Merci beaucoup. Merci. Je comprends sa réaction, mais là, je ne suis pas d'accord avec lui parce que le contexte du 2014 de Burkina n'a rien à voir avec celui de maintenant. En 2014, nous n'étions pas en pleine attaque terroriste. Nous n'avions pas perdu autant de FDS. Nous n'avions pas des écoles, 1300 écoles fermées. La nation n'était pas divisée et il n'y avait pas des exécutions sommaires. Donc, ça, c'est quand même des questions qui ont des problématiques nouvelles qui ont apparu. Voilà. Oui, il dit aussi que M. Tabsoba dit que les politiciens n'ont qu'à s'entendre, etc. Mais il faut savoir que les politiciens sont à l'image du peuple qu'ils représentent. Voilà. Les politiciens réagissent en fonction du peuple auquel ils ont affaire. Donc, si le peuple leur permet d'être ce qu'ils sont, ce n'est pas la faute des politiciens. On a vu récemment au Soudan, n'est-ce pas, comment, quand le peuple a décidé, il a renversé tout un système. Même en Algérie, récemment, ce qui s'est passé. D'accord, merci. Maître Lengani n'aura pas la parole. On va s'arrêter sur lui pour dire merci à tout le monde, merci aux téléspectateurs et de nous avoir suivis pendant ce débat-là. Merci à vous aussi d'être passé, de faire des commentaires, faire des analyses sur les sujets importants pour nous. Donc, j'étais avec Issaka Lengani. Issaka Lengani est journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui est un journal qui paraît en ligne. Merci Lengani d'être passé. Et puis Dr Évariste Konsebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Et puis enfin, Maître Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale des stratégies. À vous tous, je dis merci d'avoir suivi. À la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un autre numéro de Presse Eco, si Dieu le veut.